René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 17. Mythes, mystères et symboles. Les considérations que nous venons d'exposer nous amènent assez naturellement à examiner une autre question connexe, celle des rapports du symbole avec ce qu'on appelle le mythe. À ce sujet, nous devons faire remarquer tout d'abord qu'il nous est arrivé parfois de parler d'une certaine dégénérescence du symbolisme comme ayant donné naissance à la mythologie, prenant ce dernier mot dans le sens qu'on lui donne habituellement, et qui est en effet exact quand il s'agit de l'Antiquité dite classique, mais qui peut-être ne trouverait pas à s'appliquer valablement en dehors de cette période des civilisations grecques et latines. Aussi, pensons-nous qu'il convient, partout ailleurs, d'éviter l'emploi de ce terme, qui ne peut que donner lieu à des équivoques fâcheuses et à des assimilations injustifiées. Mais si l'usage impose cette restriction, il faut dire cependant que le mot mythe, en lui-même et dans sa signification originelle, ne contient rien qui marque une telle dégénérescence, assez tardive en somme, et due uniquement à une incompréhension plus ou moins complète de ce qui subsistait d'une tradition fort antérieure. Il convient d'ajouter que si l'on peut parler de mythe en ce qui concerne cette tradition même, à la condition de rétablir le vrai sens du mot et d'écarter tout ce qui s'y attache trop souvent de péjoratif dans le langage courant, il n'y avait pas alors, en tout cas, de mythologie, celle-ci telle que l'entendent les modernes, n'étant rien de plus qu'une étude entreprise de l'extérieur et impliquant par conséquent, pourrait-on dire, une incompréhension au second degré. La distinction qu'on a voulu parfois établir entre mythe et symbole n'est pas fondée en réalité. Pour certains, tandis que le mythe est un récit présentant un autre sens que celui que les mots qui le composent expriment directement et littéralement, le symbole serait essentiellement une représentation figurative de certaines idées par un schéma géométrique ou par un dessin quelconque. Le symbole serait donc proprement un mode graphique d'expression et le mythe un mode verbal. Suivant ce que nous avons expliqué précédemment, il y a là, en ce qui concerne la signification donnée au symbole, une restriction tout à fait inacceptable. Car toute image qui est prise pour représenter une idée, pour l'exprimer ou la suggérer d'une façon quelconque, et à quelque degré que ce soit, est par là même un signe, ou ce qui revient au même, un symbole de cette idée. Peu importe qu'il s'agisse d'une image visuelle ou de toute autre sorte d'image, car cela n'introduit ici aucune différence essentielle et ne change absolument rien au principe même du symbolisme. Celui-ci, dans tous les cas, se base toujours sur un rapport d'analogie ou de correspondance entre l'idée qu'il s'agit d'exprimer et l'image, graphique, verbale ou autre, par laquelle on l'exprime. À ce point de vue tout à fait général, les mots eux-mêmes, comme nous l'avons déjà dit, ne sont et ne peuvent être autre chose que des symboles. On pourrait même, au lieu de parler d'une idée et d'une image comme nous venons de le faire, parler plus généralement encore de deux réalités quelconques, d'ordre différent, entre lesquelles il existe une correspondance ayant son fondement à la fois dans la nature de l'une et de l'autre. Dans ces conditions, une réalité d'un certain ordre peut être représentée par une réalité d'un autre ordre, et celle-ci est alors un symbole de celle-là. Ayant ainsi rappelé le principe du symbolisme, nous voyons que celui-ci est évidemment susceptible d'une multitude de modalités diverses. Le mythe n'en est qu'un simple cas particulier, constituant une de ces modalités. On pourrait dire que le symbole est le genre, et que le mythe en est une des espèces. En d'autres termes, on peut envisager un récit symbolique aussi bien et au même titre qu'un dessin symbolique, ou que beaucoup d'autres choses encore, qui ont le même caractère et qui jouent le même rôle. Les mythes sont des récits symboliques, de même que les paraboles, qui au fond n'en diffèrent pas essentiellement. Petite note.
Il n'est pas sans intérêt de remarquer que ce qu'on appelle dans la maçonnerie les légendes des différents grades rentre dans cette définition des mythes, et que la mise en action de ces légendes montre bien qu'elles sont véritablement incorporées au rite même, dont il est absolument impossible de les séparer. Ce que nous avons dit de l'identité essentielle du rite et du symbole s'applique donc encore très nettement en pareil cas. Fin de la note. Il ne nous semble pas qu'il y ait là quelque chose qui puisse donner lieu à la moindre difficulté, dès lors qu'on a bien compris la notion générale et fondamentale du symbolisme. Mais cela dit, il y a lieu de préciser la signification propre du mot mythe lui-même, qui peut nous amener à certaines remarques qui ne sont pas sans importance, et qui se rattachent au caractère et à la fonction du symbolisme envisagé dans le sens plus déterminé où il se distingue du langage ordinaire et s'y oppose même à certains égards. On regarde communément ce mot mythe comme synonyme de fable, en entendant simplement par là une action quelconque, le plus souvent revêtue d'un caractère plus ou moins poétique. C'est là l'effet de la dégénérescence dont nous parlions tout d'abord. Et les Grecs, à la langue desquels ce terme est emprunté, ont certainement eux-mêmes leur part de responsabilité dans ce qui est, à vrai dire, une altération profonde et une déviation du sens primitif. Chez eux, en effet, la fantaisie individuelle commença assez tôt à se donner libre cours dans toutes les formes de l'art, qui, au lieu de demeurer proprement hiératique et symbolique, comme chez les Égyptiens et les peuples de l'Orient, prit bientôt par là une toute autre direction, visant beaucoup moins à instruire qu'à plaire, et aboutissant à des productions dont la plupart sont à peu près dépourvues de toute signification réelle, et profondes, sauf ce qui pouvait y subsister encore, fût-ce inconsciemment d'éléments ayant appartenu à la tradition antérieure. Et où, en tout cas, on ne trouve plus trace de cette science éminemment exacte qu'est le véritable symbolisme. C'est là en somme le début de ce qu'on peut appeler l'art profane. Et il coïncide sensiblement avec celui de cette pensée également profane qui, due à l'exercice de la même fantaisie individuelle dans un autre domaine, devait être connue sous le nom de philosophie. La fantaisie dont il s'agit s'exerça en particulier sur les mythes préexistants. Les poètes, qui dès lors n'étaient plus des écrivains sacrés comme à l'origine et ne possédaient plus l'inspiration supra-humaine, en les développant et les modifiant au gré de leur imagination, en les entourant d'ornements superflus et vains, les obscurcirent et les dénaturèrent, si bien qu'il devint souvent fort difficile d'en retrouver le sens et d'en dégager les éléments essentiels, sauf peut-être par comparaison avec les symboles similaires qu'on peut rencontrer ailleurs et qui n'ont pas subi la même déformation. Et l'on peut dire que finalement, le mythe ne fut plus, au moins pour le grand nombre, qu'un symbole incompris, ce qu'il est resté pour les modernes. Mais ce n'est là que l'abus, et pourrions-nous dire la profanation au sens propre du mot. Ce qu'il faut considérer, c'est que le mythe, avant toute déformation, était essentiellement un récit symbolique, comme nous l'avons dit plus haut, et que c'était là son unique raison d'être. Et à ce point de vue déjà, mythe n'est pas entièrement synonyme de fable, car ce dernier mot, en latin fabula, de fari, parler, ne désigne étymologiquement qu'un récit quelconque, sans en spécifier aucunement l'intention ou le caractère. Ici aussi d'ailleurs le sens de fiction n'est venu s'y attacher qu'ultérieurement. Il y a plus. Ces deux termes, de mythe et fable, qu'on en est arrivé à prendre pour équivalents, sont dérivés de racines qui ont en réalité une signification tout opposée. Car tandis que la racine de fable désigne la parole, celle de mythe, si étrange que cela puisse sembler à la première vue lorsqu'il s'agit d'un récit, désigne au contraire le silence. En effet, le mot grec mythos, mythe, vient de la racine mu, et celle-ci, qui se trouve dans le latin mutus, muet, représente la bouche fermée, et par suite le silence. Petite note. Le mutus liber des hermétistes est littéralement le livre muet, c'est-à-dire sans commentaire verbal, mais c'est aussi en même temps le livre des symboles, en tant que le symbolisme peut être véritablement regardé comme le langage du silence. Fin de la note.
C'est là le sens du verbe muein, fermer la bouche, se taire. Et par extension, il en arrive à signifier aussi fermer les yeux, au propre et au figuré. L'examen de quelques-uns des dérivés de ce verbe est particulièrement instructif. Ainsi, de muo à l'infinitif muein sont dérivés immédiatement deux autres verbes qui n'en diffèrent que très peu par leur forme, muao et mueo. Le premier a les mêmes acceptions que muo, et il faut y joindre un autre dérivé, mulo, qui signifie encore fermer les lèvres, et aussi murmurer sans ouvrir la bouche. Petite note. Le latin murmure n'est d'ailleurs que la racine mu prolongée par la lettre R et répétée, de façon à représenter un bruit sourd et continu produit avec la bouche fermée. Fin de la note. Quant à mueo, et c'est là ce qu'il y a de plus important, il signifie initié au mystère, dont le nom est tiré aussi de la même racine, comme on le verra tout à l'heure, et précisément par l'intermédiaire de mueo et mustes. Et par suite, à la fois instruire, mais tout d'abord instruire sans parole, ainsi qu'il en était effectivement dans les mystères, et aussi consacrer. Nous devrions même dire en premier lieu consacrer, si l'on entend par consécration, comme il se doit normalement, la transmission d'une influence spirituelle, ou le rite par lequel celle-ci est régulièrement transmise. Et de cette dernière acception est provenue plus tard, pour le même mot, dans le langage ecclésiastique chrétien, celle de conférer l'ordination, qui en effet est bien aussi une consécration en ce sens, quoique dans un ordre différent de l'ordre initiatique. Mais dira-t-on, si le mot mythe a une telle origine, comment se fait-il qu'il ait pu servir à désigner un récit d'un certain genre ? C'est que cette idée de silence doit être apportée ici aux choses qui, en raison de leur nature même, sont inexprimables, tout au moins directement et par le langage ordinaire. Une des fonctions générales du symbolisme est effectivement de suggérer l'inexprimable, de le faire pressentir, ou mieux assentir, par les transpositions qu'il permet d'effectuer d'un ordre à un autre, de l'inférieur au supérieur, de ce qui est le plus immédiatement saisissable à ce qu'il ne l'est que beaucoup plus difficilement. Et telle est précisément la destination première des mythes. C'est d'ailleurs ainsi que, même à l'époque classique, Platon a encore recours à l'emploi des mythes lorsqu'il veut exposer des conceptions qui dépassent la portée de ses moyens dialectiques habituels. Et ces mythes, que certainement il n'a point inventés, mais seulement adaptés, car ils portent la marque incontestable d'un enseignement traditionnel, comme le portent aussi certains procédés dont il fait usage pour l'interprétation des mots, et qui sont comparables à ceux du nirukta dans la tradition hindoue. Ces mythes, disons-nous, sont bien loin de n'être que les ornements littéraires plus ou moins négligeables qui voient trop souvent les commentateurs et les critiques modernes, pour qui il est assurément beaucoup plus commode de les écarter ainsi, sans autre examen que d'en donner une explication même approximative. Ils répondent, tout au contraire, à ce qu'il y a de plus profond dans la pensée de Platon, de plus dégagé des contingences individuelles, et qu'il ne peut, à cause de cette profondeur même, exprimer que symboliquement. La dialectique contient souvent chez lui une certaine part de jeu, ce qui est très conforme à la mentalité grecque, mais quand il l'abandonne pour le mythe, on peut être sûr que le jeu a cessé, et qu'il s'agit de choses ayant en quelque façon un caractère sacré. Dans le mythe, ce qu'on dit est donc autre chose que ce qu'on veut dire. Nous pouvons remarquer en passant que c'est là aussi ce que signifie étymologiquement le mot allégorie. De allo agoreuen, littéralement dire autre chose, qui nous donne encore un autre exemple des déviations de sens dues à l'usage courant, car en fait, il ne désigne plus actuellement qu'une représentation conventionnelle et littéraire, d'intention uniquement morale ou psychologique, et qui le plus souvent rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle communément les abstractions personnifiées. Il est à peine besoin de dire que rien ne saurait être plus éloigné du véritable symbolisme. Mais pour en revenir au mythe, s'il ne dit pas ce qu'il veut dire,
Il le suggère par cette correspondance analogique qui est le fondement et l'essence même de tout symbolisme. Ainsi, pourrait-on dire, on garde le silence tout en parlant. Et c'est de là que le mythe a reçu sa désignation. Il nous reste à attirer l'attention sur la parenté des mots mythe et mystère, issus tous deux de la même racine. Le mot grec mystérion, mystère, se rattache directement lui aussi à l'idée du silence. Et ceci d'ailleurs peut s'interpréter en plusieurs sens différents, mais liés l'un à l'autre, et dont chacun a sa raison d'être à un certain point de vue. Remarquons tout d'abord que d'après la dérivation que nous avons indiquée précédemment, de muéo, le sens principal du mot est celui qui se réfère à l'initiation. Et c'est bien ainsi en effet qu'il faut entendre ce qui est appelé mystère dans l'Antiquité grecque. D'autre part, ce qui montre encore le destin vraiment singulier de certains mots, c'est qu'un autre terme étroitement apparenté à ceux que nous venons de mentionner est, comme nous l'avons d'ailleurs indiqué déjà, celui de mystique, qui étymologiquement s'applique à tout ce qui concerne les mystères. Mystikos, en effet, est l'adjectif de mustes, initié. Il équivaut donc originairement à initiatique et désigne tout ce qui se rapporte à l'initiation, à sa doctrine et à son objet même. Même dans ce sens ancien, il ne peut jamais être appliqué à des personnes. Or, chez les modernes, ce même mot mystique, seul parmi tous ces termes de souche commune, en est arrivé à désigner exclusivement quelque chose qui, comme nous l'avons vu, n'a absolument rien de commun avec l'initiation, et qui a même des caractères opposés à certains égards. Revenons maintenant aux divers sens du mot mystère. Au sens le plus immédiat, nous dirions volontiers le plus grossier ou tout au moins le plus extérieur, le mystère est ce dont on ne doit pas parler, ce sur quoi il convient de garder le silence, ou ce qu'il est interdit de faire connaître au dehors. C'est ainsi qu'on l'entend le plus communément. Mais lorsqu'il s'agit des mystères antiques, même lorsqu'il s'agit des mystères antiques, et dans l'acception plus courante qu'il a reçue ultérieurement, le mot n'a même guère gardé d'autre sens que celui-là. Pourtant, cette interdiction de révéler certains rites et certains enseignements doit en réalité, tout en faisant la part des considérations d'opportunité qui ont pu assurément y jouer parfois un rôle, mais qui n'ont jamais qu'un caractère purement contingent, être envisagée surtout comme ayant elle aussi une valeur de symbole. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point en parlant de la véritable nature du secret initiatique. Comme nous l'avons dit à ce propos, ce qu'on a appelé la discipline du secret, qui était de rigueur tout aussi bien dans la primitive Église chrétienne que dans les anciens mystères, et les adversaires religieux de l'ésotérisme devraient bien s'en souvenir, est fort loin de nous apparaître uniquement comme une simple précaution contre l'hostilité, du reste très réelle et souvent dangereuse, due à l'incompréhension du monde profane. Nous y voyons d'autres raisons d'un ordre beaucoup plus profond, et qui peuvent être indiquées par les autres sens contenus dans le mot mystère. Nous pouvons d'ailleurs ajouter que ce n'est pas par une simple coïncidence qu'il y a une étroite similitude entre les mots sacrés, sacratum, et secret, secretum. Il s'agit dans l'un et l'autre cas de ce qui est mis à part, secerner, mettre à part, d'où le participe secretum, réservé, séparé du domaine profane. De même, le lieu consacré est appelé templum, dont la racine tem, qui se retrouve dans le grec temno, coupé, retranché, séparé, d'où téménos, enceinte sacrée, exprime aussi la même idée. Et la contemplation, dont le nom provient de la même racine, se rattache encore à cette idée par son caractère strictement intérieur. Petite note. Il est donc étymologiquement absurde de parler de contempler un spectacle extérieur quelconque, comme le font couramment les modernes, pour qui le vrai sens des mots semble dans tant de cas être complètement perdu. Fin de la note. Suivant le second sens du mot mystère, qui est déjà moins extérieur, il désigne ce qu'on doit recevoir en silence, ce sur quoi il ne convient pas de discuter. Petite note. On pourra se rappeler encore ici la prescription du silence
imposée autrefois aux disciples dans certaines écoles initiatiques, notamment dans l'école pythagoricienne. Fin de la note. À ce point de vue, toutes les doctrines traditionnelles, y compris les dogmes religieux qui en constituent un cas particulier, peuvent être appelées mystères. L'acception de ce mot s'étendant alors à des domaines autres que le domaine initiatique, mais où s'exerce également une influence non humaine. Parce que ce sont des vérités qui, par leur nature essentiellement supra-individuelle et supra-rationnelle, sont au-dessus de toute discussion. Petite note. Ceci n'est autre chose que l'infaillibilité même qui est inhérente à toute doctrine traditionnelle. Fin de la note. Or on peut dire, pour relier ce sens au premier, que répandre inconsidérément parmi les profanes les mystères ainsi entendus, c'est inévitablement les livrer à la discussion. Procédé profane par excellence, avec tous les inconvénients qui peuvent en résulter et que résume parfaitement ce mot de profanation que nous employons déjà précédemment à notre propos, et qui doit être pris ici dans son acception à la fois la plus littérale et la plus complète. Le travail destructif de la critique moderne à l'égard de toute tradition est un exemple trop éloquent de ce que nous voulons dire pour qu'il soit nécessaire d'y insister davantage. Petite note. Ce sens du mot mystère, qui est également attaché au mot sacré, en raison de ce que nous avons dit plus haut, est marqué très nettement dans ce précepte de l'Évangile. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se retournant contre vous, ils ne vous déchirent. Saint Matthieu 7. On remarquera que les profanes sont représentés ici symboliquement par les animaux, considérés comme impurs, au sens proprement rituel de ce mot. Fin de la note. Enfin, il est un troisième sens, le plus profond de tous, suivant lequel le mystère est proprement l'inexprimable, qu'on ne peut que contempler en silence. Et il convient de se rappeler ici ce que nous disions tout à l'heure de l'origine du mot contemplation. Et comme l'inexprimable est en même temps et par là l'incommunicable, l'interdiction de révéler l'enseignement sacré symbolise à ce nouveau point de vue l'impossibilité d'exprimer par des paroles le véritable mystère, dont cet enseignement n'est pour ainsi dire que le vêtement, le manifestant et le voilant tout ensemble. Petite note. La conception vulgaire des mystères, surtout quand elle est appliquée au domaine religieux, implique une confusion manifeste entre inexprimable et incompréhensible, confusion qui est tout à fait injustifiée, sauf relativement aux limitations intellectuelles de certaines individualités. Fin de la note. L'enseignement concernant l'inexprimable ne peut évidemment que le suggérer à l'aide d'images appropriées, qui seront comme les supports de la contemplation. D'après ce que nous avons expliqué, cela revient à dire qu'un tel enseignement prend nécessairement la forme symbolique. Tel fut toujours, et chez tous les peuples, un des caractères essentiels de l'initiation au mystère, par quelques noms qu'on l'ait d'ailleurs désigné. On peut donc dire que les symboles, et en particulier les mythes, lorsque cet enseignement se traduisit en paroles, constituent véritablement, dans leur destination première, le langage même de cette initiation.